Bonjour, mon nom est Nadia et je suis cofondatrice d'Ocni Factory, Ocni pour objets comestibles non identifiés. On est un studio de design spécialisé dans l'innovation alimentaire implanté à Montréal et dans le sud de la France. Déjà, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Peut-être que c'est votre cas aussi, ou alors vous aviez cette idée derrière la tête, ou alors même quand vous aviez un emploi fixe, vous avez toujours des projets à côté, donc c'était toujours là. Et puis, j'ai longtemps travaillé à Paris après avoir fini mes études à Montréal, en marco HEC, parce que j'avais envie de travailler dans la cuisine, dans la gastronomie. Et puis mes parents m'avaient dit, bon, une école de cuisine, non, va plutôt faire HEC, tu auras peut-être plus de portes qui s'ouvrent. Donc je l'ai fait. Et puis en ayant mon diplôme en poche, j'ai dit bon super, maintenant je veux travailler en cuisine toujours, donc comment je fais? Puis comme j'avais la nationalité française, j'ai dit allez, on part en France, à Paris, puis on verra ce qui se passe pendant 6 mois. Et finalement j'ai passé 10 ans, donc ça a été bien plus long que prévu. Il y a une histoire sentimentale qui s'est mêlée à tout ça, mais bon, le professionnel aussi est important. Et puis pendant 10 ans, j'ai été en gros chargée de développer des écoles de cuisine, d'épauler des chefs dans leur développement, etc., etc. Donc toujours dans le côté commercial du volet gastronomique. Et puis je voulais encore une fois partir à mon compte, me dire mais qu'est-ce que je fais? Je suis toute seule, je vais... Bon. Et j'ai décidé de le faire en montant une première entreprise à Paris qui était une agence de chefs. Donc c'est comme si j'étais un peu l'attachée commerciale de cuisiniers indépendants qui me sollicitaient pour négocier les contrats avec des clients, créer des recettes pour une nouvelle marque, passer à la télé, comment ça se passe, etc., etc. Et en fait, à partir de, j'irais mi-décembre, début janvier, on a commencé vraiment à partir en pré-commercialisation et à se dire on va trouver des clients, des boutiques, des partenaires, etc. Et c'est, en tout cas ici, la ville de Montréal par exemple, qui nous a encore fait une fois confiance, parce qu'ils ont ouvert avec le quartier de l'innovation une boutique qui s'appelait NeoShop, qui lançait les produits hardware vraiment des startups. Donc c'était plein de petites innovations technologiques ou des produits vraiment concrets. Et puis nous, ça a été notre premier client. Et quand il a fait $1000 de vente en décembre, on était fous. On était super contents. Donc ça a commencé comme ça, et puis après, on a tapé, je dis on, en fait eux ont fait la même chose en France, et puis moi j'ai fait la même chose ici, mais on c'était moi, il n'y avait personne d'autre. Puis au début je produisais un petit peu dans ma cuisine de maison, après ça j'ai sous-loué un espace de production une journée par semaine, puis deux, et en fait c'était assez drôle parce que l'hiver est passé, on avait quelques points de vente. Et à partir du mois d'avril, c'était le 375e de Montréal. Donc je me suis mis vraiment sur tous les événements gourmands, festifs de la ville. Et on a passé tout l'été dernier sur la route, sur nos événements, dans les parcs. Il pleuvait beaucoup en plus. Alors voilà, ça a été vraiment un été mais mémorable. Et en fait, les premiers événements que je faisais, j'arrivais avec 30 boîtes en me disant, je suis à 2 jours... 30 ou 50 boîtes, je vais prendre 50 boîtes, ça va être super. En 2 heures, j'avais plus rien. J'avais plus rien. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc les gens étaient vraiment très intéressés et je retrouvais parfois justement des clients sur les événements, le fameux NeoShop. Et là, je disais à mes clients, écoute, je t'ai livré la semaine passée pour un de tes clients, mais est-ce que tu es capable de prendre ce que je t'ai livré? Parce que là, je n'ai plus rien à vendre. Alors on partait en catastrophe, récupérer son stock, revenir, vendre. Et ensuite, je n'avais même pas le temps de retourner dans ma cuisine de sous-location. Je reproduisais dans ma propre cuisine toute la nuit. Et le lendemain matin, je revendais. Enfin, voilà, donc en fait, tout ça pour dire que on a tellement investi d'énergie, d'argent et de temps dans la conception du produit qu'arriver au bout, c'était comme ok, ça y est, c'est fini. Mais en fait, non, tout commençait là. Tout commençait là. En fait, en arrivant au Québec, tout de suite, moi, je me suis tournée vers la Fondation Montréal Inc. Mais à cette époque-là, je n'avais qu'une entreprise française, une entité légale française. Mais j'avais quand même demandé. Donc, ils m'ont dit, écoutez, le projet est super intéressant, mais vous n'êtes même pas immatriculé au Québec.
donc non, on ne peut pas vous supporter. Mais ils m'ont quand même admis dans la zone Montréaline pour que je puisse avoir du coaching pendant un certain temps et que je puisse vraiment démarrer les activités ici. On a obtenu il y a 2 semaines une bourse de la Fondation Montréaline en repassant une seconde fois devant le comité, le jury, parce qu'on avait notre plan d'affaires, on avait déjà fait une première année de commercialisation qui avait été finalement, avait plutôt du succès. Et puis j'étais beaucoup plus à cheval sur les prévisions financières, je savais beaucoup plus où on s'en allait, donc j'ai pu les convaincre cette fois-ci. Et ils ont vu le produit parce que je suis arrivée la première fois avec des espèces de prototypes faits dans des tuyaux de plomberie. Donc c'était pas pareil. Et je me souviens, en fait, on a été très très bien suivis par la Fondation Montréaline parce qu'il y a un coach qui nous suit, etc. Et mon coach à l'époque était déçu parce qu'il m'avait dit pendant l'entretien, qu'est-ce que tu vas faire alors pour aller chercher cet argent? J'ai dit, je vais aller voir les clients, je vais trouver l'argent chez mes clients. Et j'ai pas beaucoup de clients pour l'instant, mais on va en trouver et on va faire nos preuves. C'est ce qui s'est passé. Bon, après, les premières années, pendant un an, ici, je ne me suis pas versé de salaire et là-bas non plus. Vraiment, là, je suis convaincue que les relations en affaires, de faire des affaires, c'est une question de relationnel. Si vous tombez sur quelqu'un qui dit ok, je veux son produit parce que c'est super, et puis en plus il est sympa, et puis je veux travailler avec lui, ils vont faire des entorses au règlement, ils vont vous attendre, je pense. Donc c'est ça, je pense qu'on a eu de la chance, on a eu un bon feeling, on est tombé sur les bonnes personnes, et puis on était les seuls à proposer ce qu'on proposait. Alors c'était soit ils partaient avec nous, soit ils oubliaient le projet, donc ils ont été flexibles. Une question, je pense qu'il va être propre à chacun parce que, comme je disais tout à l'heure, je me sens hyper privilégiée d'être entourée comme je le suis. Je pense que tout le monde ne l'est pas. Donc le rôle, ça a été clairement dans mon cas d'un soutien inconditionnel. Tu peux travailler avec des gens que tu emploies, tu peux travailler parfois avec des amis, ou en tout cas dans mon cas, la famille toujours dit oui sans réfléchir et jusqu'à 4h du matin s'il le fallait. Voilà, donc ça a été un moteur et puis ça a été aussi un moment, une manière de me pousser vraiment encore plus parce que je me disais je ne peux pas les décevoir. Ils ont trop cru en ça, ils ont trop cru en moi, ils m'ont trop donné, donc il faut que je réussisse, j'ai plus de choix en fait. Donc ça a été un vrai moteur et puis après plus concrètement ça a été des heures de travail gratuites, ça a été financièrement quand je n'arrive pas à payer le loyer comme il faut, ça a été des choses comme ça. Donc famille élargie et puis famille très proche ou conjoint, etc. Ça a été, je mets tout le monde dans le même panier en tout cas, voilà, c'est ça. Et puis ça a accéléré le développement, clairement, parce que j'ai pu compter vraiment sur ces personnes-là qui ont fait ça gracieusement et à des moments où je n'avais pas les moyens de payer des gens pour le faire. Donc ça a été un accélérateur, un moteur, un soutien, surtout moral, mais un vrai soutien. En effet, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, mais moi parfois je me suis posé la question, est-ce que je ne suis pas un peu égoïste là ? Parce que j'ai l'impression de ramener beaucoup à mon projet. C'est toujours ça que j'ai dans la tête, ça, je ne le sors jamais de ma tête. Donc j'ai l'impression de toujours parler de ça. Donc au bout d'un moment, moi, j'ai eu comme... en fait, je vais rendre l'appareil, ou j'ai envie de rendre l'appareil, ou sachez que je suis là aussi pour vous soutenir le jour où vous aurez un moment important comme ça dans votre vie, que ce soit entrepreneurial ou autre chose. Mais après, oui, je pense qu'il faut... C'est pas forcément demander, en fait, les choses se font naturellement. C'est... ouais. Mais demander comment l'autre se sent aussi, des fois. Est-ce qu'on n'est pas trop... C'est pas trop omniprésent, c'est pas trop tout le temps là, c'est pas... Parce que ça peut aussi froisser un peu des relations, où il faut préserver ça, avant tout. Quand on s'entend bien, et il faut faire très attention à ça. Je pense
pense que la plus grande qualité nécessaire vraiment, c'est la force de travail, dans le sens l'amplitude, je parle pas d'intelligence, je parle pas de tout ça, mais la force de travail et la persévérance. C'est-à-dire que tu mords au truc et tu lâches pas, que ce soit pour finaliser ta conception de produit, que ce soit pour dégoter un client, un seul, tu le veux, il faut pas le lâcher, ou trouver les contacts d'un journaliste, bref, c'est vraiment une question de persévérance. Parce qu'on dit souvent que lancer une entreprise, ça prend au moins 3 ans afin qu'elle soit stable et rentable ou qu'elle commence à l'être. C'est vrai, au début ça marche pas, c'est pas possible, il n'y a personne qui te connaît. Et donc si tu fais 1 an de travail par exemple et que tu t'arrêtes, tout ce que tu as fait, les fruits, tu les récolteras jamais. Donc c'est pour ça que je parle de persévérance, c'est que c'est vraiment sur un travail de longue haleine, sur la durée. Et je crois qu'il y a une histoire aussi de réputation, ou c'est peut-être pas le bon mot, mais il faut être sérieux, il faut, quand tu dis quelque chose à un client ou un fournisseur, que tu le fasses. Donc c'est une histoire de durée, d'être droit dans tes bottes, quoi, de te dire ok, j'ai dit que je faisais ça, je le fais. Mais déjà, de manière générale, si c'est un conseil que je me donne à moi déjà, c'est de suivre mon instinct. Parce que à chaque fois que je me suis dit bon là je le sens pas trop, mais on va quand même travailler ensemble, que ce soit un fournisseur, un client, n'importe qui, ça n'a pas marché. Parce que j'avais pas envie en fait. C'est peut-être que je me suis trompée, la personne était très bien, mais j'avais pas envie, donc ça n'a pas fonctionné. Ou j'ai pas été payée, ou bref, d'autres choses comme ça. Et puis après moi j'essaie de recontacter régulièrement, parce que moi-même en fait dans ma vie quotidienne je me rends compte que j'ai pas le temps de répondre aux mails, le téléphone sonne, ah oui c'est vrai que j'avais oublié. Donc si j'ai quelqu'un qui m'offre quelque chose qui m'intéresse mais j'ai pas le temps de le traiter et qui me relance à des fréquences correctes, il va finir par me le vendre son truc parce que j'en ai besoin. Donc j'essaie de rentrer dans cet état d'esprit-là et de me dire bon, il y avait un intérêt de la part du client au début, c'est pas le moment, il faut pas l'oublier, il faut y aller régulièrement sans non plus être trop insistant. Mais il faut se dire j'ai quelque chose, j'ai une vraie valeur ajoutée à lui proposer. Donc s'il y a un moindre intérêt, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas au bout d'un moment. C'est peut-être pas le moment, mais ça viendra. Voilà. Et puis après, se prendre des petits outils de suivi, que ce soit le vieux tableau Excel, là, peu importe, et de dire, ok, à telle date, j'ai fait telle action avec tel client, telle réponse, je le recontacte dans tant de temps. Et faire un suivi écrit, parce que sinon, t'oublies tout. Parfait, on peut rentrer en fait rapidement dans ça. Est-ce que en manière générale, tu utilises des outils quelconques, que ce soit physique, digital? Est-ce que c'est quoi tes outils préférés en fait? Mes outils préférés, je suis pas très forte en application digitale et tout ça, là j'ai beaucoup à apprendre. Donc à part un agenda partagé où chacun met ses réunions, rendez-vous importants et qu'on sache tout ce qui se passe dans l'ensemble. On a commencé à utiliser un peu Slack, qui est un outil vraiment qui nous permet de se donner des tâches et puis d'assigner les tâches à chaque personne et de voir où ça en est, etc. Moi je trouve que c'est franchement pas une perte de temps, mais ça bouffe du temps, oui. Je préfère la réunion et qu'on se donne vraiment les choses à faire plutôt que Slack, je sais pas, j'ai pas trop apprécié. On a un disque dur externe ou partagé à distance, et c'est ça notre outil principal, c'est qu'on va vraiment ranger nos informations là où il faut et qu'on peut se les partager facilement, au lieu de se dire renvoie-moi le document, ah oui je l'avais envoyé mais c'était quelle version, ah je me rappelle plus. Donc le disque dur à l'externe, c'est parfait. Voilà, les outils principaux c'est ça, c'est Excel et si un outil comptable quand même performant, parce que la comptabilité c'est quand même ça te donne une gestion de ton entreprise importante. Enfin, tu vois où tu dépenses, comment tu dépenses, etc. Et bref, avoir un outil qui te permette de voir tel client, il a consommé comment, quand est-ce qu'il a racheté.
comptabilité, fichier client. Je pense que je devrais être un petit peu plus assidue pour vraiment avoir des week-ends, des jours de repos, parce qu'au bout d'un moment, on dit souvent que l'entrepreneuriat, c'est pas un marathon, quoi, c'est vraiment une course de fond, et c'est vrai que tu t'essouffles. Au bout d'un moment, tu n'as plus l'énergie. Donc, s'accorder des vacances et des jours de congé, c'est très important. Tout le monde le dit et personne ne le fait. Mais la méthodologie, en fait, c'est depuis qu'on a vraiment un bureau et où on a une équipe et qu'on se réunit tous les matins, qu'on commence la journée ensemble et qu'ensuite on se dispatche les choses à faire et que chacun sait ce qu'il y a à faire, mais que moi je suis allée au moins au bureau pour voir tout le monde, c'est très important. Les journées où je ne passe pas au bureau parce que j'ai des rendez-vous, je sais pas, il y a quelque chose, j'ai vraiment besoin de voir tout le monde en début de journée et voilà. Donc c'est très important de se voir régulièrement et puis de se donner une marche à suivre pour la semaine qui vient, la saison qui vient, nos objectifs, pour que tout le monde aille dans la même direction. S'il y a vraiment un projet concret, c'est de monter un plan d'affaires qui soit solide avant de vraiment se lancer. Parce qu'à partir du moment qu'on est dans les opérations, on n'a plus le temps de se mettre dans des prévisions financières qui nous paraissent un peu abstraites au début. Donc peut-être de vraiment poser le projet, avoir un plan d'affaires hyper solide. À partir de là, on se lance. Après, de se faire confiance et puis de le tester. Et puis souvent, quand on est jeune, on a beaucoup moins à perdre que plus tard. C'est ça, on n'a pas d'enfants, pas de famille. C'est là qu'il faut le faire, comme on dit souvent. Hein. Donc, de se faire confiance et puis d'essayer. Et de se dire si si j'arrive pas au bout de ce projet-là, il y en aura d'autres. Et puis, je retrouve ça m'aura nourri d'une expérience très enrichissante. Voilà, c'est peut-être un peu bateau toutes ces phrases, mais j'y crois vraiment.